Bonjour à tous, bienvenue pour cette 26e vidéo sur le cours Windows. Nous allons aborder ensemble les processus. Je vais déjà vous expliquer ce que c'est quand même le point de départ. Et ensuite on verra quelques commandes PowerShell, il n'y en aura pas beaucoup non plus à voir, pour pouvoir simplement les visualiser et gérer un petit peu tout ça plus en détail. Quand on parle de processus, dans ce cas précis, on va parler d'une instance d'un programme, c'est-à-dire que soit vous allez exécuter une application, un programme sur votre ordinateur, vous allez obtenir une instance de ce dernier, ça va générer une instance, et cette instance donc, fera partie d'un processus. Chaque processus que vous allez avoir sur votre système sera indépendant, c'est-à-dire qu'il va posséder son propre espace mémoire, donc ça c'est pour la petite information, et bien sûr les ressources qu'il va utiliser, qui sont associées à ce dernier, seront évidemment séparées, donc chaque processus sera indépendant en tout cas vis-à-vis des autres. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Alors ce qu'on va faire d'ailleurs, on va exécuter ici lancer quelques applications, ça sera plus facile à retrouver. Donc, vous voyez, je lance ici un bloc-notes. Je peux en lancer un deuxième, donc là j'ai deux instances, parce que si on n'avait pas possibilité de créer des instances, qu'on n'avait pas un système de processus, vous ne pourriez tout simplement lancer qu'une seule instance d'une même application. Là on peut ouvrir une application plusieurs fois, donc on a des multiples instances de celle-ci. Je vais les laisser ici, je vais juste les réduire, et on va pouvoir regarder comme ça en ligne de commande un petit peu ce qu'on obtient. La première commande que je vais vous montrer, très simple, c'est celle qui va permettre de récupérer, de lister l'ensemble des processus qu'on a. On va utiliser la commande getProcess, vous pouvez utiliser son alias ps, comme on retrouve sur nos Linux et macOS, et on obtient ici, sous forme de tableau, l'ensemble des processus qui sont en cours ici sur le système. On devrait normalement retrouver les deux notepads, voilà, ils sont ici, bloc-notes, donc on a en fait les noms ici, et ce qui va nous intéresser en premier lieu, en tout cas, ce sont les différentes informations qu'on a pour chacune des colonnes. Pour la première, on retrouve ce qu'on appelle tout simplement les descripteurs, c'est-à-dire que ce soit des descripteurs de fichiers, ou que ce soit tout simplement tout ce qui est accès et utilisation des périphériques, donc tout ce qui va être utilisé par les différents processus qu'on a, vous avez leur nom ici d'ailleurs, vous allez avoir un certain nombre de descripteurs, et ils sont tout simplement indiqués ici. Pour ça, on voit un peu le nombre de descripteurs utilisés pour chaque processus. Ensuite, on va avoir quelques informations concernant la mémoire qui est utilisée. À la fois la mémoire qui est dite paginée, donc celle qui va être utilisée notamment via le fichier d'échange, donc là c'est mis en kilooctets, parce qu'on a un petit cas ici qui nous l'indique, et là on a la mémoire qui est non paginée, donc celle qui est directement utilisée en mémoire vive, en RAM. Alors pour ceux pour qui ça ne parlerait pas beaucoup le fichier d'échange, en fait c'est ce que vous avez sur votre système, on peut aller le chercher directement ici, non pas du tout, je voulais faire système, voilà, système avancé, et aller directement, oui là, je vais y arriver, voilà, ici. Et vous avez donc le fichier d'échange, ces informations qu'on peut changer, etc. Normalement on laisse le système gérer ça par défaut. Et en fait c'est un fichier sur le disque qui va servir, si vous voulez, d'extension à la mémoire. Donc c'est utilisé par votre système. Quand par exemple on a la mémoire qui sature, ça peut éventuellement utiliser ce fichier là, ou alors simplement faire des échanges comme ça de données entre l'un et l'autre pour justement pas trop on va dire solliciter la mémoire vive. Donc c'est utilisé de manière automatique, de manière transparente par les différentes instances, donc les différents processus qu'on a, et ça fonctionne tel quel. On a ça. Alors, vous avez donc ces informations, donc la mémoire qui dite non paginée, la mémoire qui est paginée, ça bon c'est tout ce qui concerne la mémoire, mais de manière générale, c'est un petit peu tout ce qui a pu être utilisé par le processeur, donc on parle en fait de si vous voulez, la mémoire de travail, d'accord, le working set, et on retrouve un petit peu ces informations là aussi. Autre information qui peut servir, c'est notamment le temps CPU, c'est-à-dire le temps exprimé ici en secondes, pour lequel le processus a été actif. Parce qu'un processus peut être mis en pause, il peut être suspendu, il peut être simplement stoppé aussi. Et bien sûr, un processus qui est suspendu, on peut le remettre, le faire reprendre. Et vous avez ici donc le temps qui a été effectivement utilisé, le temps où le processus en question a été actif. Donc comme ça, en fonction de ce qu'on a. Voilà. Alors bien sûr, ça ne se met pas à jour en temps réel. Si je veux retrouver les informations ici, il faudrait en faire un getProcess pour avoir des informations un peu plus à jour éventuellement. Donc on peut voir comme ça le temps que ça a été utilisé. Donc là, vous voyez, des fois quand il y a certains programmes qui ne sont pas utilisés, et bien évidemment ils se mettent en attente pour ne pas consommer inutilement. Là par exemple mes bloc-notes, je m'en sers pas, donc ça ne servira à rien en fait qu'il y ait la main, que le processeur en fait utilise énormément de ressources pour ces derniers. Donc les choses sont mises en attente et sont ensuite réveillées, on va dire, quand on les utilise activement. On a ensuite l'identifiant, donc ça c'est le fameux PID pour ceux qui viennent de GNU Linux. Je fais toujours un petit peu le pont entre les deux systèmes, pour macOS d'ailleurs.
Et on a ensuite l'identifiant de session, donc ça c'est plus par rapport à l'utilisateur. Est-ce que c'est vous ou est-ce que ça a été lancé par le système? Puisque chaque utilisateur a un numéro identique, et donc c'est l'identifiant de session ici. Et bien évidemment, je vous le disais, le nom en question du processus, que vous voyez que ça ne correspond pas forcément au nom du programme. Ici en plus c'est localisé en français, donc c'est bloc-notes, mais le programme en question, le processus s'appelle bien Notepad. Voilà, ça c'est globalement comment on peut lister les informations, c'est la base en tout cas qu'il y a à savoir pour avoir toutes ces informations là. À partir de ça, même si on peut appliquer des filtres comme on l'a vu dans plein de séances précédentes sur ce cours, on peut procéder à tout un tas de vérifications, tout un tas surtout d'essais. Donc là, comme je me suis amusé à faire ceci, déjà on va faire un getProcess et on va utiliser des petits paramètres, notamment name. C'est pas obligatoire, encore une fois, rappelez-vous, on pourrait très bien faire ça aussi. Voilà, et comme ça on récupère juste les processus qui portent ce nom-là. Ou éventuellement on pourrait même indiquer le display name qui est vraiment un nom un peu plus complet. Mais là on veut juste le nom, donc on a l'information ici qu'on voulait. À partir de ça, alors d'ailleurs, que vous mettiez name ou process name, c'est la même chose. Et encore une fois, c'est plus rapide de taper name, ça c'est juste un alias. Donc on a bien ces deux instances, donc ces deux processus qui sont en route, qui ont, comme vous voyez, un numéro unique, donc qui sont un identifiant différent, bien évidemment, c'est ça qui permet de les identifier. Et à partir de là, on va pouvoir utiliser ce numéro éventuellement, ou le nom, en fonction, c'est les deux informations qui peuvent être utiles, pour pouvoir gérer ces différents processus, en fonction bien évidemment de ce qu'on veut faire. Donc le plus simple ici, c'est de se dire, je vais couper un des processus, donc je vais utiliser la commande stop process, et je vais spécifier par exemple son identifiant. Donc le premier ici, 3088, et voilà. Vous voyez que l'application a bien été coupée, donc on a bien, c'est un kill en fait, l'alias de cette commande c'est la commande kill, pareil comme on retrouve sur GNU Linux et macOS. Donc on peut comme ça kill un processus, donc le stopper, l'interrompre directement avec ce genre de commande là. On aurait pu utiliser aussi le nom, mais avec le nom on se retrouverait à les supprimer un peu tous. Je vais en faire un deuxième, voilà. Après Notepad, et faut peut-être que je mette nom. Voilà, et là vous voyez qu'il a bien quitté les deux applications. Donc si j'essaye à nouveau de lister les applications Notepad, on n'en a pas. Voilà, impossible de trouver un processus nommé Notepad. Et à nouveau, j'en relance un, on refait la commande et on a un nouveau processus avec un nouvel identifiant, bien évidemment. Et on voit qu'il va être exécuté, il n'est pas resté longtemps actif celui-ci. On peut comme ça vérifier un petit peu. Hop, petit enregistrement. Ouais, ou c'était pas obligé. Ah, ça c'était une précédente séance. Photo du chien. Voilà. On enregistre. Et voilà. Comme ça on a un temps. Donc vous voyez que le temps CPU, ça pourrait être impressionnant, ce qu'on pourrait dire bizarre, ça n'a pas tourné longtemps, évidemment parce qu'on a un système en fait qui va permettre de passer la main très rapidement à un processus ou à un autre. Comprenez que vous n'avez pas en fait des ressources illimitées, donc évidemment nous, ça nous semble transparent, on n'a pas l'impression d'avoir des interruptions, mais en réalité l'utilisation, donc les processeurs de votre processeur matériel, vont utiliser en parallèle un petit peu tout ça, mais pas vraiment, c'est-à-dire pas tout en même temps, c'est juste qu'ils vont passer la main comme ça systématiquement d'un processus à l'autre très rapidement. Et nous on verra pas en fait ça, on va avoir du multitâche, on n'aura pas forcément l'impression que les choses sont mises en pause, sont tout simplement interrompues. Donc ça c'est quand même le côté bien pratique. Voilà pour ça. Ça c'était le plus simple finalement. On peut bien évidemment faire l'inverse, puisqu'on peut stopper un processus, et bien évidemment on peut démarrer un processus aussi. Alors c'est pareil, je ne l'ai pas redit, mais pour les commandes un petit peu comme ça, stopper un processus ou autre, vous pouvez toujours utiliser l'argument confirm si vous voulez être sûr en fait de demander une confirmation avant de le faire. Ça c'est au cas où vous n'êtes pas sûr du processus que vous apprêtez par exemple à stopper. Mais c'est des arguments qu'on a vu plein d'autres fois sur d'autres commandes, donc je ne les répète pas forcément systématiquement. Ici, on va pouvoir utiliser autre chose. Alors Notepad, je ne sais pas s'il me le prend en compte normalement comme ça. Normalement si, oui, il doit me le prendre ce qui est dans le système 32. Donc justement, je vais pouvoir faire Start Process. Donc on va
démarrer un processus. Et là, on peut préciser ce qu'on veut. Donc, on peut par exemple utiliser un file path. J'espère qu'il va le lancer, sinon je passerai par un fichier à moi. Et après, éventuellement, on a plein d'options, parce que créer un nouveau processus ici va ouvrir un nouveau terminal. On peut choisir de ne pas le faire, avec l'argument no new window si on veut, window, voilà. Et on va laisser par défaut ce qu'on a. Voilà. Donc ici, comme on est sur une application graphique, évidemment, ça n'a pas ouvert un nouveau terminal, ça a ouvert l'application à la place. Et vous voyez que c'est bien le cas ici. Donc à nouveau, si je refais un get process, on va le retrouver. On a bien celui d'avant qui est ouvert et le nouveau. Donc vous pouvez en fait ouvrir n'importe quel programme comme ça, passer même éventuellement des arguments. Vous pouvez voir un petit peu tout ce qu'on a ici. D'autres informations qui peuvent servir dans ce genre de cas, si par exemple vous voulez choisir le mode de fenêtre, alors surtout quand on ouvre un terminal. Par exemple, si je fais Start Process, que j'ouvre un PowerShell, tel quel en fait. Donc si je fais juste ça, hop, là vous voyez qu'il ouvre une nouvelle fenêtre. Donc ça, ok. Mais ce que je peux faire, sinon, c'est de choisir le mode. Donc le Windows Style. Par défaut, c'est en mode normal. Mais on peut aussi choisir d'ouvrir de manière masquée, minimisée. Donc minimized, attention c'est un Z. Et là ça va l'ouvrir et vous voyez que c'est minimisé. Ça n'a pas pris la main. Il faut que j'aille cliquer pour l'ouvrir ici. Ou à l'inverse, bien sûr, l'ouvrir de manière maximisée. Et là, hop, le programme va s'ouvrir en grand. Donc c'est des possibilités que vous avez ici au niveau des différents processus. À vous de voir en tout cas au niveau des commandes que vous avez là. Get process pour lister l'ensemble des processus qu'il y a. Stop process pour stopper un processus. Start process pour tout simplement en débarrer un nouveau. Et comme ça, vous avez les commandes les plus classiques à connaître pour gérer un petit peu tout ça. Donc il y a vraiment ce qu'il fallait un petit peu au niveau de ces infos. Est-ce qu'on peut éventuellement afficher d'autres choses? Oui, on devrait pouvoir normalement. Je ne l'ai pas forcément montré ici. Je vais en fermer un. Hop. On peut avoir quelques informations, notamment sur les fichiers concernant ce qui est ouvert. Quand on fait ça, et on va juste passer, donc je vais laisser tel quel, ça change pas, et je vais juste indiquer file version info. Et là on peut éventuellement d'ailleurs, alors ça c'est pour marquer format list, c'est juste en écriture plus rapide. Je sais pas si je l'avais déjà montré avant, mais je préfère le redire au cas où. Voilà, comme ça on a plus d'informations, de voir quel programme exactement a en fait démarré ce processus. On a quelques infos éventuelles qui peuvent servir ou pas, ça c'est en fonction. Mais un petit argument qui peut être pratique en tout cas avec cette commande là. Et je pense que c'est tout. Je pense qu'on aura fait un petit peu le tour ici. Pareil, on peut forcer bien sûr le fait de stopper un processus. Quand vous faites stop process ici, si vous avez peur que ça ne fonctionne pas forcément, vous pouvez forcer le fait de stopper. Voilà, donc là le hello a bien été coupé. Bref, on peut gérer tout un tas de choses comme ça. On peut bien évidemment, voilà, on l'a vu un petit peu, faire des recherches par rapport à l'identifiant aussi. Je vais mettre les commandes PowerShell encore une fois. Donc par exemple, là on a un 3700. Donc bien sûr ça ou son alias PID comme vous voulez. Et je vais même mettre un autre 7084. Voilà, et comme ça on peut bien sûr récupérer un processus suivant son identifiant. Bon, classique, il y a toujours de toute façon plein d'arguments. Et on en a plein, des commandes PowerShell, on en a vu plein des comme ça. Get quelque chose, on en a vu beaucoup. Et généralement vous avez plein d'arguments pour pouvoir filtrer ce que vous voulez. Sinon, comme d'habitude, vous utilisez la fameuse commande whereObject qu'on avait déjà vue. Et ensuite vous appliquez un filtre en particulier. Voilà, et suivant une de ses propriétés, donc là par exemple ce serait process name. Vous pouvez bien sûr appliquer une égalité et chercher le notepad. Bon, du coup, comme j'ai noté, j'avais pas forcément prévu de tout noter. Mais... voilà, et ça c'est des choses qu'on a déjà vues, donc on connaît. Je vais lancer un notepad. Hop. Voilà, et ça fonctionne aussi comme d'habitude, je le rappelle assez souvent parce que souvent c'est vite oublié. Donc ça c'est vraiment un système de filtre très pratique qui fonctionne sur tout ce qui est propriété. Donc tout ce que vous voyez là, en gros à chaque fois vous avez des éléments affichés ici, que ce soit formaté en tableau ou en liste.
ce sont des propriétés et vous pouvez bien évidemment faire des conditions sur ces dernières, avec ici une petite clause WhereObject qui fonctionne très très bien, après un pipe bien sûr sur des commandes que vous avez tapées avant. Donc c'est à garder en tête, il faut bien garder ça en tête parce que c'est toujours très utile de s'en servir. Et ceci va clore cette petite séance sur les processus. On a fait un peu le tour sur le sujet. Quelque chose qui va être assez relié, assez rattaché à ça, concerne les services, et c'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo. Donc un peu la même chose, pareil, on verra comment lister des services, en démarrer, quitter, changer leur état, notamment modifier quelques propriétés des différents services, et on verra aussi ce que c'est un service sur Windows. Donc tout ça, bien évidemment, on le garde pour la prochaine vidéo. A bientôt. Si vous avez des questions, comme d'habitude, pensez aux commentaires. Ciao.